Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Poisseur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Gnar. C'est un jeu qui a été édité en 2023 par Bombix et qui est distribué au Québec par Ilo Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de Gnar, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Thomas Dupont qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties durent environ 30 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. Les joueurs vont incarner un clan de vikings et ils vont tenter de monter le meilleur équipage possible pour aller conquérir des terres et faire du commerce et gagner de la renommée pour marquer le plus de points. C'est un jeu de gestion de main de cartes avec des éléments de construction de moteur et de collection d'ensemble. Alors, Gnar, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois d'octobre 2023. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table. On va ensuite faire des pioches avec les cartes terre A et B, et on va révéler les 3 premières cartes de ces 2 pioches dans le haut du plateau principal. On va ensuite former une pioche avec les cartes Vikings et si jamais on joue à moins de 4 joueurs, on devra retirer certaines cartes qui sont identifiées. On va par la suite révéler les 5 premières cartes face visible dans le bas du plateau principal. Chaque joueur va se prendre un plateau bateau et sa couleur sera représentée par la couleur de la voile du bateau. On va aussi prendre nos 2 marqueurs à notre couleur, un cube et un disque, ainsi que le jeton destin. Les joueurs vont se faire une réserve personnelle de 3 jetons recrues ainsi que de 3 jetons bracelets. On va placer notre plateau bateau du côté de base et on va nos éléments de départ qui sont indiqués dans le bas de celui-ci. On va aller piocher des cartes vikings jusqu'à temps qu'on en ait 2 de couleurs différentes et on va les placer dans notre zone de jeu personnel. Et les joueurs vont commencer avec un jeton recrue et un jeton bracelet sur leur bateau. On va donc aller placer un jeton de chaque côté. Tous les joueurs vont piocher 3 cartes vikings pour former leur main de départ. Et on va aller placer nos marqueurs sur le plateau principal. On va placer notre cube sur la première case de la piste renommée et notre disque sur la première case de la piste score autour du plateau principal. Et un joueur va mélanger au hasard les jetons destin de tous les joueurs et va en révéler un pour déterminer le premier joueur. Et ensuite, ces jetons seront retournés dans la boîte de jeu. Une partie de Gnar se joue en plusieurs manches, donc les joueurs vont jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur. À son tour de jeu, un joueur a le droit de faire une des 2 options suivantes. Il peut décider de recruter pour jouer une carte viking de sa main et l'ajouter dans sa zone de jeu pour déclencher les effets de ses cartes. Ou bien il peut choisir d'aller explorer une des cartes terre en sacrifiant les vikings qui sont demandés par la carte pour pouvoir la gagner et marquer des points. On va continuer ainsi jusqu'à temps qu'un joueur fasse le tour du plateau sur la piste de score et qu'il atteigne 40 points et plus, ce qui va déclencher la fin de la partie. On va terminer la manche en cours et ensuite on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Un tour de jeu se sépare en 2 phases. La première phase est la phase renommée. Donc le joueur va regarder où il est rendu sur la piste renommée avec son cube et il va gagner la valeur de points de victoire qui est associée au dernier chiffre qu'il a franchi sur cette piste et il va ensuite avancer son disque sur la piste de score de cette valeur. Par exemple, si le joueur noir avait atteint cet emplacement sur la piste renommée, le dernier chiffre de points de victoire qu'il a traversé est le 2. Donc au début de son tour de jeu dans la phase de renommée, il marquerait 2 points de victoire et avancerait donc son disque de 2 sur la piste de score. On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase action. Le joueur a le choix d'une des 2 actions principales. Il peut faire l'action recruter ou l'action explorer. Regardons d'abord l'action recruter. Lorsqu'un joueur l'exécute, il va prendre une de ces 3 cartes dans sa main et il va aller la jouer dans sa zone de jeu personnelle. Si c'est une carte d'une couleur qu'il a déjà dans sa zone, il va empiler les cartes les unes par-dessus les autres, laissant les symboles d'action visibles. Ensuite, il va activer les symboles d'action de toute sa colonne qui est de la couleur de la carte qu'il vient de jouer. Dans notre cas, je vais pouvoir activer mes 2 symboles pour faire cette action, qui est l'action de gagner tout simplement des points de victoire. Donc à ce moment-là, j'avancerai mon disque de 2 sur la piste de score. Lorsqu'il active une colonne de symboles, le joueur peut activer ces symboles dans l'ordre de son choix.
Ensuite, le joueur va gagner une des cartes du marché dans sa main. Il va devoir prendre la carte qui est à l'emplacement de la couleur qu'il vient de jouer. Donc, je viens de jouer une carte rouge. Je vais donc prendre la carte qui est à l'emplacement rouge, qui serait la carte verte qui est ici. Le joueur prendrait donc cette carte pour l'ajouter à sa main. Par contre, si la carte ne l'intéresse pas, le joueur peut dépenser un jeton de recrue, l'enlever de son bateau, le remettre dans sa réserve, et le faisant, il peut prendre n'importe quelle des 5 cartes du marché et l'ajouter dans sa main. Dans ce cas-ci, je pourrais prendre la carte rouge et l'ajouter à ma main. Et ensuite, on va simplement révéler une carte pour remplacer la carte qu'on vient de prendre. Et ça va mettre fin à son tour de jeu. En plus du symbole de point de victoire qu'on retrouve sur les cartes Vikings, il y a 3 autres symboles d'action. On pourrait jouer ici une carte verte et on pourrait ici activer les symboles qui correspondent aux jetons de recrue ainsi qu'aux jetons de bracelet. Donc si j'ai ce symbole d'action, je vais prendre un jeton recrue dans ma réserve et l'ajouter sur mon bateau. Et si j'ai ce symbole d'action, je vais faire la même chose mais avec un jeton de bracelet. Les joueurs ont une limite de 3 jetons recrues et 3 jetons bracelet sur leur bateau. Si jamais on est déjà plein et qu'on active ces symboles, ils n'auront pas aucun effet. Et on retrouve des cartes avec le symbole de renommée, ce qui va nous permettre d'avancer notre cube de renommée de 1 sur la piste renommée. Regardons maintenant la deuxième action qui est l'action explorer. Lorsqu'un joueur choisit cette option, il va aller explorer une des cartes terre face visible qui est dans le haut du plateau. Il doit avoir les membres d'équipage pour payer le coût qui est demandé par la carte. Quelquefois, on demandera des membres d'équipage d'une couleur précise. Donc ici, 3 membres d'équipage bleus et 2 mauves. Alors que cette carte-ci demande 4 membres d'équipage de la même couleur. C'est à nous de choisir la couleur. Le joueur peut aussi dépenser des jetons de recrue qu'il a sur son bateau pour faire des jokers pour l'aider à payer les coûts des cartes terre. Donc par exemple, si mon joueur veut aller explorer cette carte, il doit défausser 2 membres d'équipage rouge et 3 membres d'équipage mauve. Je n'ai pas assez de membres d'équipage présentement, mais avec mes jetons recrues, je pourrais y arriver. Donc je pourrais défausser mes 2 vikings rouges, je pourrais défausser un viking mauve et je pourrais défausser mes 2 jetons recrues pour payer les 2 restants mauves pour le coût de la carte. Ce qui va me permettre d'explorer cette carte. Je vais donc la prendre et aller la placer au-dessus plutôt de mon navire. On va ensuite gagner les bénéfices de la carte qui sont indiqués dans le coin supérieur droit. Donc cette carte me donne 8 points de victoire. Je vais donc avancer mon jeton de 8 sur la piste de score. Et ensuite, si j'ai un bénéfice d'aller piocher la première carte Viking et de l'ajouter directement dans mon équipage, mais sans activer les pouvoirs de ma colonne de cartes. Et ensuite, on va aller remplacer la carte qu'on vient d'acheter par une carte de la même lettre pour qu'il y en ait tout le temps 6 de visibles autour du prochain joueur. En plus de leur action principale, les joueurs peuvent faire une action gratuite une fois par tour qui est de faire du commerce. On peut décider de faire du commerce avant notre action principale ou bien après. Lorsqu'on va faire du commerce, on va défausser 1, 2 ou jeton bracelet de notre bateau pour pouvoir activer 1, 2 ou 3 colonnes commerce sur notre carte bateau ainsi que les cartes terre qu'on va conquérir. Donc, lorsque je fais du commerce, si je défausse un bracelet, je vais activer ma première colonne qui permettrait ici de faire un symbole de renommée et d'avancer mon cube renommé de 1 sur sa piste. Si à la place je défaussais 2 jetons de bijoux, je vais pouvoir activer mes 2 premières colonnes. Donc je vais pouvoir gagner mon point de renommée et je vais pouvoir ici gagner un jeton de recrue. Si j'avais défaussé mes 3 jetons bracelets, j'aurais pu activer mes 3 colonnes commerce. Donc en plus de mes 2 premières colonnes que je viens déjà d'activer, j'aurais gagné ici 2 points de victoire. J'aurais avancé mon disque de 2 sur la piste de score. Et on va continuer à enchaîner des manches de jeu jusqu'à temps qu'un joueur réussisse à marquer 40 ou plus points de victoire sur la piste de score. Ça va déclencher la fin de la partie. On va terminer la manche en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Et ensuite, on va passer au décompte final. Le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de jetons recrues et de jetons bijoux sur son bateau qui va départager l'égalité. Qu'est-ce que je pense de Gnar? On va commencer par les côtés positifs. J'ai bien aimé la qualité du matériel pour cette petite boîte. Donc les cartes sont d'excellente qualité, ils ont un fini de protection, sont très épaisses aussi, sont le fun à manipuler, aussi la grosseur des cartes, donc c'est intéressant. J'ai aimé aussi dans quoi on les range, les cartes. On a des petites boîtes comme ça dans le jeu, fait qu'on n'a pas de sac en plastique, on les met dans ces petites boîtes-là. Et il y a ces cartes qui sont assez serrées, que ça tient vraiment bien. Fait que c'est une belle solution de rangement pour des cartes, des petites boîtes en carton. La
qualité de tout ce qui est en carton aussi, elle est très bonne. C'est des jetons qui sont très épais, qui ont un fini de protection. Fait que c'est vraiment du matériel d'excellente qualité qui est à l'intérieur de la petite boîte de Gnar. J'ai aussi beaucoup aimé la direction artistique, principalement des cartes. Donc, les cartes de Viking, je les trouve magnifiques. J'ai aimé aussi qu'on n'est pas tombé dans la paresse de ne pas faire toutes les cartes vertes de la même couleur, les cartes bleues de la même couleur. On a quand même 4 dessins par couleur. Dans le fond, on a un dessin pour chaque symbole d'action qui est différent sur les cartes. Fait qu'on a une belle variété au niveau de la direction artistique. Fait que ça, c'est super intéressant. Et même chose avec les cartes de terre, les cartes qu'on va conquérir. Donc, c'est des dessins qui sont différents pour chaque carte. On aurait pu aussi facilement tomber dans la paresse visuelle, mais non. Donc, on a beaucoup de belles illustrations dans le jeu. Fait que ça, je trouve ça quand même très intéressant. Aussi, c'est un jeu qui marche avec du symbolisme, donc on n'a pas vraiment de texte dans le jeu. Le jeu est bilingue. On a le livre de règles français-anglais à l'intérieur de la boîte et le jeu n'a aucun texte plutôt sur son matériel, outre le livre de règles. Donc on peut facilement se retrouver parce que l'iconographie est très claire. Il n'y a pas beaucoup de symboles à apprendre aussi, fait que les mêmes symboles reviennent rapidement. Donc c'est facile à assimiler comme système de règles et le symbolisme nous aide beaucoup. C'est un jeu dont les parties sont très rapides, c'est 30-40 minutes environ. C'est un jeu qu'on peut qualifier de jeu d'apéro, donc c'est un jeu qui se joue rapidement, qu'on pourrait enchaîner plusieurs parties ou qu'on peut jouer en fin de soirée, au début d'une soirée, entre deux gros jeux. Un petit jeu un peu plus relax pour le cerveau, mais qui va quand même offrir des choix intéressants. J'aime beaucoup ce créneau de jeu-là, des jeux qui sont simples au niveau règles, mais qui vont offrir des choix intéressants au niveau de la stratégie qu'on peut faire à l'intérieur du jeu. Puis on sent qu'on accomplit quelque chose dans un jeu qui va durer 30-40 minutes. Fait que c'est toujours très satisfaisant d'aller chercher ça. Ça me fait un peu penser au jeu de Phil Walker Harding. Fait que c'est un feeling similaire que j'ai eu avec Gnar. J'ai joué des parties à 2, 3 ou 4 joueurs. J'ai essayé tous les comptes de joueurs et ça fonctionne bien à tous les comptes. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi que le jeu est pas moins bon à 2 qu'à 4, qu'à 3. Donc, c'est intéressant tout le temps. Et ça reste un jeu quand même assez fluide et les parties seront pas nécessairement beaucoup plus longues. Oui, c'est sûr qu'à 2 joueurs versus 4 joueurs, ça va être un peu plus long, mais ça joue quand même assez rapidement. On perd pas de temps de fluidité que ça, plus on est de joueurs. Le jeu nous offre 2 variantes qu'on peut faire pour changer un petit peu nos parties. La première, c'est d'utiliser l'autre côté de notre plateau personnel. On a un côté où on va être différent des autres joueurs en partant. On n'aura pas la même chose, les mêmes ressources de départ, les mêmes cartes, etc. Fait que ça, on peut essayer ça. Sinon, on peut essayer un autre mode de jeu qui est une variante avec des cartes d'artefacts. Donc, pour la partie, on va aller utiliser une des cartes d'artefacts et à notre tour, si on réussit à avoir la condition qui est demandée par la carte artefact, on va gagner quelque chose, on va gagner un petit bénéfice. Fait que ça va rentrer une variable de plus un peu dans notre puzzle. Des fois, ça va avoir des liens avec les couleurs des cartes. Donc, essayer de faire des rangées, d'avoir un de chaque couleur pour déclencher l'effet de l'artefact ou des choses comme ça. Fait que ça va un peu entrer dans notre stratégie de quelle carte on veut recruter pour essayer justement d'aller tirer profit de cette nouvelle condition-là qui va faire un petit peu évoluer la partie. Puis on a plusieurs cartes artefacts, fait qu'on en met juste une par partie. Fait que ça nous permet d'avoir des conditions qui sont différentes à chaque partie. Et pour la direction artistique, on a aussi un code de couleurs à utiliser pour les gens qui sont daltoniens, qui ont de la misère à différencier les couleurs des cartes Viking. Donc on a des symboles qui sont différents ici en bas de la carte. On a aussi un design qui est différent pour chaque couleur en haut. Donc c'est facile de reconnaître les cartes à ce moment-là, savoir où les empiler dans notre tableau personnel. Pour ceux qui sont des fans d'histoire, on a quelques faits historiques au début et à la fin du livret de règles. On a même mis les vrais termes et tout ça. Puis j'ai trouvé ça intelligent de pas justement nous mettre ces termes-là dans la gorge, dans le livret d'instruction, dans les règles en tant que tel du jeu, de garder la partie historique à côté. Parce qu'à un moment donné, quand il y a trop de nouveaux vocabulaire, c'est difficile à assimiler. Fait qu'on a gardé le terme bateau quand même dans les règles, même si dans la partie historique, on nous dit que le bateau s'appelle un Gnar et il y a d'autres termes qu'on a dit comme ça, mais on les a pas intégrés dans les règles. Fait que ça, j'ai trouvé ça intelligent. Ça n'alourdit pas les règles pour rien. Et ceux que ça leur tente d'aller lire la partie historique, ben, pourront le faire. Pour les côtés négatifs, il n'y a pas de mode solo à l'intérieur du jeu. C'est le genre de jeu simple, je pense qu'il aurait été facile d'inclure ça ou d'élaborer un petit mode solo pour le jouer tout seul. Sinon, c'est un jeu qui n'a pas tant d'interaction que ça. Donc, les gens qui s'attendent justement à un jeu viking, on s'attend souvent à avoir des raids, à essayer d'attaquer un peu plus les autres joueurs. Donc, c'est un jeu qui n'a pas tant d'interaction que ça. La seule chose que tu peux faire, c'est aller voler une carte que l'autre pourrait prendre avant lui, mais c'est quand même mineur parce que on va avoir d'autres choses qu'on peut faire de toute façon avec ce qu'on va avoir devant nous. Fait qu'on n'est jamais vraiment mal pris. C'est rare qu'on va avoir besoin d'une carte très très spécifique, puis si on l'a pas, notre partie est finie, puis qu'on peut toujours se retourner de côté. Donc, c'est pas un jeu que l'interaction a beaucoup d'impact. Sinon, les autres petits points qui m'ont gossé, c'est un petit peu au niveau des règles en français. On a utilisé
la terminologie tour de jeu pour deux choses différentes. Donc au début du livret, on vous dit ben, la partie est jouée à tour de rôle, puis à chaque tour, un joueur va faire son action principale, puis blablabla. Puis à la fin, quand on parle de la fin de partie, on vous dit, on déclenche la fin de la partie à 40 points, on joue un dernier tour de jeu et après on passe au décompte final. Mais c'est pas un dernier tour de jeu, ça veut dire finir la ronde, finir la manche. Et heureusement, en fait, il y avait le livre en anglais. Dans le livre en anglais, c'est très clair. Donc, c'est the end of the round. Ils nous disent même, on va rejouer jusqu'à temps qu'on se rende à celui qui est à côté du premier joueur. De cette façon, tout le monde joue le même nombre de tours. Mais c'est mal expliqué dans le livre en français et ça peut vraiment porter à confusion. Donc, faire attention à ça. La petite terminologie d'utiliser le tour de jeu pour une ronde et non, ou une manche et non un tour d'un joueur. Donc, faire attention avec ça. On peut pas utiliser le même mot puis lui donner deux significations différentes. Fait que c'est un petit point à faire attention. Si vous lisez juste le livre en français, vous allez peut-être vous poser des questions quand vous allez lire la fin de la partie. Sinon, pour les couleurs des joueurs, on essaie de donner des couleurs un peu réalistes avec les couleurs qui sont sur les voiles des bateaux. Donc, les couleurs sont pas évidentes, là. Il y a un genre de beige, un brun, un noir, un blanc, mais c'est pas évident de savoir qui est quoi. Donc j'aurais aimé mieux qu'on mette des couleurs un peu plus évidentes, un peu plus claires, même si ça enlève un petit peu le côté réaliste. Mais bon, c'est quelque chose qui est assez mineur. Donc Gnar, je vais lui donner une note de B+. Pour moi, c'est un très bon jeu. Un très bon jeu qui rentre dans les jeux d'apéro. Donc vous voulez un jeu qui est rapide, un jeu qui est simple à apprendre, mais qui va vous donner des décisions stratégiques intéressantes, le fun, des stratégies à déployer différentes aussi, avec un petit côté engine building, parce qu'on va construire des colonnes de cartes, puis ces colonnes de cartes-là vont nous donner de plus en plus de choses, fait qu'on va essayer de les agencer, mais en même temps, à un moment donné, il faut que je dépense mes cartes, il faut que je détruise une partie de mon engin pour aller acheter les cartes justement de terre, qui vont nous permettre de faire beaucoup de points, qui vont nous permettre d'avoir aussi des avantages, qui vont augmenter l'efficacité de notre commerce. Fait qu'il y a plein de petits combos super intéressants à monter à l'intérieur du jeu, et tout ça dans un jeu qui dure 30-40 minutes, fait que c'est vraiment très satisfaisant à chaque partie. Là, je suis comme, waouh, c'est vrai que pour un petit jeu, là, c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment me chercher. Donc, il est disponible aussi sur BGA si jamais vous voulez l'essayer avant de vous le procurer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'octobre 2023, dans lequel vous pourriez gagner l'extension Landmark et le jeu de base de Cascadia. Donc, la question du jour est très simple. Quel est votre jeu favori à thématique de viking? On sait que c'est une thématique assez populaire dans les dernières années. Donc, inscrivez la réponse à cette question en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Si vous nous supportez aussi sur Patreon pour 5$, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour le concours. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.